nous observons également l'engouement pour créer justement... Mais vous savez aussi que c'est difficile que ça se tienne. Vis-à-vis de ces populations. Parce que, par exemple, pour les mines agricoles, vous savez également que les djihadistes brûlent les récoltes, peuvent brûler une année de récolte. Donc, enfin, au-delà des... Voilà, des donc, mais ça vous permet justement de développer votre... Pour nos économistes, nous observons. Lorsque nous voyons le développement des infrastructures mené en Côte d'Ivoire par le président Ouattara, ou encore les efforts menés au Sénégal pour améliorer les infrastructures de production par les différents gouvernements, nous disons que on dépit... Oui, le Sénégal surtout, ils sont nouveaux dans le marché du bétail qui fonctionne très bien. Ils ont mis des cadres et des structures adéquats pour... En dépit des moyens, c'est d'abord la volonté politique et la définition des projets prioritaires. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Entretien du jour sur Global Africa Télé Sud, qui reçoit aujourd'hui Rémi Bobiba, économiste et financier, également prof de marché finance. Il a fait ses premiers pas après ses études à la Banque mondiale au Congo-Brazza. Il a fait un passage à la Chambre de commerce et à la structure de renforcement des capacités de son pays. Bonjour Rémi. Bonjour Madame Bobiba. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais qu'on parle un peu de ces 3 000 milliards environ qui se sont volatilisés du trésor public congolais. Quel pourrait être son impact sur la levée de fonds, notamment au niveau de la CEMAC? Merci déjà de m'avoir invité à votre émission. Et vous mettez les pieds dans l'actualité congolaise. Mais je souhaite éclaircir, d'abord édifier à vos téléspectateurs sur les mécanismes d'endettement sur le marché régional des pays de la CEMAC pour qu'on lève un petit peu la confusion qui apparaît. Parce que vous avez fait référence au Trésor, alors qu'il s'agit plutôt des emprunts émis donc, par le Trésor public congolais sur le marché financier de la CEMAC pour pouvoir alimenter les caisses de l'État congolais. Alors, en résumé, donc rapidement, je vais décrire un petit peu le schéma, c'est que les économies ont besoin de financement pour investir, parce que c'est l'investissement qui va lubrifier l'économie. Face à la limite des banques en apport financier, les marchés financiers aujourd'hui, depuis plusieurs centaines d'années, en commençant par l'Europe et aujourd'hui l'Afrique, sont des lieux où des États ont la possibilité de souscrire des obligations, donc d'émettre des emprunts obligataires, donc d'emprunter de l'argent auprès des investisseurs institutionnels, tels que les banques, les compagnies d'assurance, les fonds de pension et autres, afin d'injecter des ressources nouvelles dans leur économie à travers le trésor public. Parmi ces instruments-là, il existe également ce que l'on appelle des bons du trésor assimilés. C'est-à-dire que le trésor public d'un pays, notamment dans le cas présent, celui du Congo, peut émettre des bons, c'est-à-dire des titres qu'il vend aux détenteurs de ressources en contrepartie de ressources financières qui leur permet donc d'être rémunérés sous forme d'intérêt sur plusieurs années, ce que l'on appelle la maturité. Donc c'est un mécanisme qui est nouveau au niveau de la zone CEMAC à travers la bourse des valeurs mobilières de la CEMAC qui est opérationnelle depuis quelques années. Et certainement que le Congo a voulu profiter face à son déficit budgétaire, profiter de cette opportunité pour pouvoir alimenter ses caisses. Alors donc, ce que je voudrais savoir, cette personne qui était un cadre du Trésor public congolais, qui s'appelle Ndongo Zidane, n'est pas allé puiser de l'argent dans les caisses de la CEMAC. C'est bien au Trésor public congolais. Non, M. Ndongo Zidane est directeur des titres au niveau du Trésor public congolais. C'est-à-dire que c'est lui qui a vocation à émettre justement la procédure d'emprunt sur le marché régional. Et donc, à ce moment-là, lorsque le Trésor public a besoin de ressources pour faire face à ses engagements financiers, il peut décider
de souscrire ou de souscrire un emprunt auprès des investisseurs financiers, particulièrement les banques ou les compagnies d'assurance, qui à ce moment deviennent prêteurs de fonds vis-à-vis du Trésor, et le Trésor qui s'engage à rembourser ces fonds sur plusieurs années en contrepartie d'un intérêt qui va constituer, avec le remboursement du capital, le service de la dette. Donc mécaniquement, si aujourd'hui l'État congolais a besoin de 3 000 milliards, puisqu'on parle de 3 000 milliards, Oui. alors l'État congolais va, à travers une société d'intermédiation financière, émettre un ordre d'emprunt pour s'adresser aux banques, et notamment aux compagnies d'assurance, pour dire voilà, moi, État congolais, j'ai besoin d'avoir 3 000 milliards sous forme de titres assimilables à des obligations qui vont être rémunérés au taux de 5 à 6% l'année, au titre d'intérêt, et le capital va être remboursé au bout de 5-6 ans. D'accord. Donc, vu que c'est près de 3 000 milliards se sont volatilisés, est-ce que ça met en péril les relations de la CEMAC avec le Congo ou comment ça se dessine Bon, déjà, en réalité, d'après les statistiques émises par la CEMAC, le montant estimé donc, des emprunts obligataires souscrits par le Congo dans la zone se monte autour de 2500 milliards, 2530 milliards en 2 vagues. Et cela correspond à peu près à 35 ou 25%, non, à 25%, à 30% du montant des émissions d'emprunts sur le marché de la CEMAC. Donc le Congo apparaît comme aujourd'hui l'un des pays les plus endettés vis-à-vis du marché régional. Mais cet argent ne passe pas par le Trésor. Cet argent qui est certainement souscrit par les banques, parce que les banques dans nos pays sont en surliquidité financière. Oui, mais dans ce cas, quelle relation faites-vous avec l'accaparement de Ndongo Zidane de cet argent? Comment cet argent a-t-il pu atterrir donc dans les mains de... Parce que c'est lui qui est en contact avec les banques et les compagnies d'assurance qui investissent ou qui souscrivent à cet emprunt. C'est lui qui est en contact. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de numérisation des comptes au Congo, c'est mécanique encore. C'est-à-dire qu'il y a dans le mécanisme, il y a une société financière. On a parlé d'Arche Capital qui a été finalement, qui n'a pas été culpabilisé finalement. On parle d'une société d'intervention financière qui appartiendrait, semble-t-il, à M. Ndongo Zidane. Donc, le Trésor s'en remet à la société d'intermédiation financière qui, elle, à ce moment-là, est en contact avec les souscripteurs de ces bons qui mettent de l'argent, donc qui acquièrent ces bons dans leur compte. Et alors, à ce moment-là, est-ce que ces comptes appartiennent ou sont gérés par M. Zidane en tant que gestionnaire des titres du Trésor? On peut le supposer. Alors, je signale que M. Ndongo Zidane s'est volatilisé, il a quitté le pays. Depuis un certain temps, depuis la découverte donc, de cette énorme somme disparue du circuit financier congolais. Alors, Rémi Bobiba, je souhaiterais qu'on évoque la situation financière, économique globale congolaise aujourd'hui. Il est à quel niveau? De 0 à 10, on le situerait où? Bon, ben, enfin, il était un secret de polichinelle que la situation économique du Congo est globalement négative, malgré les quelques soubresauts ou les quelques frémissements, parce que depuis 2023 plutôt, il y a quelques agrégats économiques qui sont plutôt positifs, notamment le taux de croissance qui tourne autour de 3%, le niveau d'inflation qui est en train de baisser. Donc on peut dire qu'il y a un léger mieux, mais de par sa structure, de par sa forte dépendance à la ressource pétrolière, l'économie congolaise est en mauvaise situation, puisque nous n'avons pas encore, jusqu'alors, atteint l'objectif de diversification de notre économie. Oui, mais le Congo est un pays à économie de rente. Oui. Alors, quand on est un pays à économie de rente, quels sont les risques quand on manque un tout petit peu d'argent par rapport aux fluctuations? Il s'agit du pétrole pour le Congo, aux fluctuations du prix du pétrole. Justement, c'est là l'inconvénient des pays à économie de rente, que nous sommes fortement dépendants des fluctuations des cours du baril sur les marchés internationaux. Nous avons eu des années riches, des années dorées. En 2000, par exemple, le baril était à $140. On a eu des années où ce n'était qu'à $28. La période de 1999 à 2007, c'était les belles années du baril de pétrole parce que sur les marchés internationaux, il y a une forte demande par l'éclosion de la Chine, qui était une grosse consommatrice de pétrole. Et parallèlement,
au niveau de l'offre, il y avait des embargos contre le pétrole iranien, le pétrole russe, ce qui fait que la loi de l'offre et la demande aidant, la demande étant plus importante, le baril avait atteint des summums jusqu'à 140 $, le baril, 140 $ le baril. Mais en 2008-2009, il y a eu la crise que vous connaissez bien, et depuis 2010, il y a eu à nouveau une reprise de la hausse des prix du baril du pétrole, et le Congo, on a été largement bénéficiaire, puisque à ce moment-là, je ne sais pas si vous allez l'évoquer, mais il y a eu le fameux fonds, la constitution du fameux fonds pour les générations futures. Ouais, ça, on va en parler plus tard. Alors, qu'est-ce que ça crée alors quand on est fortement dépendant? La dépendance au pétrole. Prenons cette mine liquide qui fait le budget, le gros du budget congolais, le gros du PIB congolais. Oui, effectivement, 80% des ressources budgétaires du Congo sont issues des hydrocarbures. Ça correspond également à 90% des recettes d'exportation et 25% du PIB. Cette dépendance a des handicaps. Vous imaginez bien. Les pays du Golfe Persique aujourd'hui l'ont compris et depuis des dizaines d'années ont fortement diversifié leurs économies. Parce qu'on ne peut pas être dépendant que d'une seule ressource. Comme on dit dans la sagesse africaine, on ne peut pas mettre tous les œufs dans un même panier. Donc les pays qui dépendent de la ressource pétrolière ont intérêt à diversifier leur économie. Et au Congo, cela a été bien compris, puisque depuis une dizaine d'années, il est mis en place des programmes de développement dont la vision première, l'objectif premier est de diversifier l'économie, notamment dans le secteur de l'agriculture, de l'industrie, des mines, du tourisme. Oui, mais pour tout ça, il faudrait bien qu'il y ait des routes d'abord, il faudrait qu'il y ait de l'électricité, il faudrait qu'il y ait un Internet disponible et adéquat, tout ce qui manque pour ce pays-là. Alors, comment peut-on diversifier alors que le pays ne manque pas de ressources, tant halieutiques que les mines agricoles? On devrait pouvoir construire des infrastructures pour pouvoir arriver à l'industrialisation. Mais quand on manque de ce qui est constitutif, constructeur de cette industrie-là, comment faire pour diversifier une économie? Tout à l'heure, j'indiquais qu'au Congo, nous avions mis en place un premier programme national de développement 2012-2016 qui malheureusement n'a pas produit les résultats escomptés. Actuellement, il est mis en œuvre un nouveau programme. Les zones économiques spéciales. Les zones et les S. Ne sont pas encore opérationnels. Aujourd'hui, il se met en place un nouveau programme national de développement 2022-2026. Et malheureusement, on n'en ressent pas à une année du terme de ce nouveau programme, on n'en sent pas encore les résultats. Alors, pour répondre à votre question, en réalité, la réussite de cette politique de diversification de l'économie se repose d'abord sur une volonté politique. Lorsque nous voulons diversifier l'économie, il faut être à même de pouvoir mobiliser les ressources financières, les ressources techniques, les ressources humaines, également le capital humain, nécessaires pour que les projets identifiés dans différents secteurs tels que l'agriculture, les industries minières, les technologies de l'information et de la communication, les services financiers puissent se traduire réellement en projets et en actes au bénéfice des populations. Et c'est ce qui semble freiner la mise en œuvre effective de cette diversification dans notre économie. Alors s'ajoute encore ce grand trou dans le budget congolais, dans le trésor congolais qu'il faut rembourser. Est-ce que ce que vous décrivez sera possible d'être financé, de faire des levées de fonds sur le marché du CEMAC, ou ça va faire un retard sur des années avant de pouvoir remettre des pieds à l'étrier et construire ce que vous venez d'énoncer? Bon, ce qui est sûr, c'est qu'à court terme, c'est difficile parce que les émissions de titres d'État sur le marché régional, au départ, étaient souscrites pour 2 ans. Mais le gouvernement est en train de mettre à l'heure actuelle un programme d'opérationnalisation du Trésor qui a permis de renégocier sur le moyen terme le remboursement de ces emprunts, ce qui laisse quand même une certaine latitude pour pouvoir prioriser donc, les ressources sur d'autres projets plus importants. Mais effectivement, c'est un handicap majeur, cet endettement sans limite. Avant d'évoquer la question de la dette congolaise, je vais signaler qu'il y a quelques années de cela, il y a
un média, une consoeur, un média de la place, qui avait révélé une dette du Congo qui dépassait le seuil requis. Et finalement, le Congo a été mis sous perfusion par le FMI, qui avait fini par constater et confirmer la découverte faite par ce média-là, donc qu'il y avait une dette qui avait bien été cachée. Alors, quand on a fini... on est sorti de cette perfusion et qu'on se retrouve encore endetté, comment le Congo peut-il gérer tant de dettes ou peut-il sortir de l'endettement? Bon, déjà, il faut poser le postulat que l'endettement est un instrument de gouvernance financière également. Vous savez, le Congo est très endetté, mais l'un des pays au monde le plus endetté, ce sont les États-Unis. Et le pays où nous sommes aujourd'hui, la France, est soumis également à un taux d'endettement insoutenable. Mais est-ce que nous avons les mêmes mécanismes qui répondent aux mêmes mécanismes de confiance pour un pays, pour la France, pour les États-Unis, que pour le Congo? Non, est-ce que nous avons beaucoup les mêmes réserves qui permettent la confiance des institutions financières aux États-Unis qu'au Congo? Non, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis ont une marge de confiance plus importante, puisque les agences de notation placent les États-Unis parmi les meilleures notations. La France également, puisque les réserves françaises peuvent garantir le remboursement de leurs dettes. Mais au niveau des pays africains, c'est plus limité. Et cela nous oblige à une attention plus grande dans nos mécanismes d'endettement. Mais ce qui est vrai également, c'est que nos autorités doivent faire attention aux différents contrats, aux accords de coopération avec nos partenaires étrangers, notamment la Chine, parce que l'essentiel de la dette congolaise est contractée auprès de notre partenaire, qui est la Chine, qui a intérêt aujourd'hui à endetter les pays africains en contrepartie de réserves minières et autres. Et ça, c'est une précaution qui s'impose. Alors, mais comment comprenez-vous que, par exemple, en 1975, à la conférence de Bandung, beaucoup espéraient, enfin, les nations et les Africains espéraient à l'émergence de l'Afrique plutôt que de l'Asie, de l'Est ou du Sud-Est. L'Afrique est à la traîne alors que la Chine est aujourd'hui un pays émergent. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour les Africains? Je reviens encore une fois à la question de la volonté politique. Nous le voyons aujourd'hui avec l'expérience qui se mène au Mali, au Gabon, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, où l'on voit quand même se mettre en place des processus, des mécanismes d'émergence ou d'industrialisation avec peu de ressources. Donc il faut d'abord en amont qu'il y ait la volonté. Quels sont les pays qui sont en voie d'être industrialisés? Aujourd'hui, moi je suis d'avis que l'expérience menée au Mali est quand même très intéressante pour les pays africains. Sur l'industrialisation? Enfin, la mise en place des infrastructures qui permettent d'améliorer les conditions de vie des populations. Bon. Pour le Mali, je suis d'accord. Bon, ça, je ne connais pas. Je connais pas de tel... Voilà. Mais il y a beaucoup plus de communication que d'effectivité. Par exemple, sur le code minier malien, je veux vous dire que ça a été dit, mais le décret d'application n'a pas été fait et que les économistes sont frileux à savoir si... il est mis en place le décret d'application sur les 35% qui reviendrait au Mali sur le code minier. Est-ce que les investisseurs seraient intéressés? En fait, il y a beaucoup plus de communication politique que d'effectivité, je pense. Je ne vous l'apprendrai pas. Nous vivons dans l'ère de la communication. Pour nous qui ne sommes pas présents au Mali, nous nous contentons des images qui nous sont diffusées. Et nous observons également l'engouement créé justement. Mais vous savez aussi que c'est difficile que ça se tienne. Vis-à-vis de ces populations. Parce que, par exemple, pour les mines agricoles, vous savez également que les djihadistes brûlent les récoltes, peuvent brûler une année de récolte. Donc, enfin, au-delà des... Voilà, mais ça vous permet justement de développer votre... Pour nos économistes, nous observons. Lorsque nous voyons le développement des infrastructures menées en Côte d'Ivoire par le président Ouattara, ou encore les efforts menés au Sénégal pour améliorer les infrastructures de production par les différents gouvernements, nous disons que, en dépit de... Oui, le Sénégal surtout, ils sont nouveaux dans le marché du bétail qui fonctionne très bien. Ils ont mis des cadres et des structures adéquats pour... En dépit des moyens, c'est d'abord la volonté politique et la définition des projets prioritaires.
si nous voulons aujourd'hui mettre un accent particulier sur le développement agricole, qui est aujourd'hui un des handicaps majeurs de l'économie congolaise, parce que vous savez que le Congo vit à 99-90% de produits d'importation, puisque nous avons une ardoise annuelle de près de 700 milliards d'importations de produits alimentaires, alors que nous avons la capacité de produire localement. Nous avons d'immenses terres arables, alors que c'est 10%. Maintenant, on a 15 régions. Je ne sais pas si les 15 régions sont irriguées, mais les 10 régions que j'ai connues étaient tous irriguées d'eau. De bras de fleuves, plus grands que des rivières, des espaces, ce qui devrait faciliter, mais le Congolais est plutôt veste-cravate, bureau. Ça, c'est une image qui n'est pas toujours vraie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les nouvelles générations ont bien compris l'intérêt de se lancer dans l'activité agricole. Parce que quels que soient les ménages, la première dépense de tous les ménages, c'est la dépense alimentaire. Donc le produit alimentaire ne pourrit pas sur les marchés. Mais simplement, il revient aux autorités de créer les conditions de production les meilleures pour que le produit arrive sur le marché. Vous savez, pour cette illustration, par exemple, qu'au Congo, 70% des produits dans l'interland sont détruits, faute de moyens de stockage, de transport, de conditionnement. D'exportation pour au pays. Et encore l'exportation. Mais il faut déjà arriver à saturer le marché local. Si déjà au niveau local, nous arrivons à vivre de nos propres productions, ce serait déjà une autonomie alimentaire. Mais malheureusement, les conditions ne sont pas. Mais qu'est-ce qui a bloqué justement les zones économiques spéciales, qui était un grand rêve que beaucoup de Congolais voulaient bien voir réalisé? Bon, c'est vrai que la zone économique spéciale de Pointe-Noire, qui est la plus importante, tarde à se mettre en œuvre. Bon, j'avoue que nous ne sommes pas toujours informés. Il n'y a pas beaucoup de communication sur les freins qui empêchent l'opérationnalisation de cette zone économique spéciale. Nous avions qu'il y avait le problème d'acquisition des terrains, mais cela a été mené à son terme. Il y avait le problème de formation des ouvriers spécialisés qui devraient travailler dans ces zones économiques spéciales. Je pense que cela également est en cours de règlement. Et le port en eau profonde de Pointe-Noire aussi faisait partie des atouts de ces zones économiques spéciales. Et ensuite, il a été mis en place, il a été construit, la route a été construite jusqu'au Cameroun et jusqu'au Gabon également. Oui, effectivement, dans la politique de municipalisation accélérée menée au Congo pendant près de 15 ans, aujourd'hui, des infrastructures routières ont été mises en place qui permettent de quitter depuis l'extrême nord du Congo jusqu'à l'extrême sud. Mais ce qu'il faut déplorer malheureusement, c'est que ces routes, ces infrastructures qui devaient amener à un développement de la production, notamment la production agricole, dans des régions, dans des départements tels que le Niari ou la Bwenza, malheureusement, aujourd'hui, ne profitent qu'aux pays limitrophes. Parce que sur le marché congolais des denrées alimentaires, c'est plutôt de la tomate, de l'oignon et autres produits alimentaires venus du Cameroun qui inondent les marchés congolais. Donc, ces infrastructures construites sur le financement congolais ne profitent pas jusqu'alors aux producteurs congolais. Parce qu'ils n'ont pas l'écosystème adapté pour pouvoir développer leur production avec un accompagnement de l'État. Le ministre en place a développé la politique des zones agricoles prioritaires, mais 2 ou 3 ans après, pour l'heure, nous n'avons pas encore les résultats. Qu'en est-il des fonds qui ont fait beaucoup de bruit, vous l'évoquiez tout à l'heure, pour les générations futures? On nous parlait, il y a environ 10-15 ans, d'à peu près 14 000 milliards mis de côté pour les générations futures. Est-ce qu'on ne peut pas aller puiser par là pour renforcer cette économie-là? Bon, déjà, sur le principe, je pense que cette information, pour moi, à mon sens, est plutôt une imprudence, sinon une maladresse des dirigeants d'alors, notamment les ministres des Finances qui avaient apporté cette information, parce que c'est vrai que le Congo des années 2010-2014 a largement profité de la révision à la hausse du prix du pétrole. Donc le Congo a connu des excédents budgétaires, d'où l'annonce de la création d'un fonds pour les générations futures. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, c'est celle de la pertinence financière et économique de la création de ce fonds.
Est-ce qu'il a été créé? S'il a été créé, c'est bien, mais est-ce que ça a été la bonne démarche? Ce concept intègre des interrogations. Qu'entendons-nous par génération future? Lorsque l'on sait qu'une génération couvre... Oui, normalement, il 25, fallait 25, mettre une chronologie, un quelle est cette programme. génération future? Est-ce que la bonne démarche est de thésauriser cet argent dans un compte de dépôt ou dans un compte à la Banque centrale, ou plutôt d'injecter ces ressources dans l'investissement, notamment dans l'éducation? Donc, vous ne pensez pas dans la que ces fonds aient pu exister? Je ne sais pas. Et il fallait peut-être pas en les tant mettre en qu'économiste, place et faire vivre, non. faire Je ne sais vivre pas, parce cet que argent-là, faire travailler cet argent pour faire vivre l'économie. Voilà, c'est-à-dire que C'est ça? dans l'approche, de mon point de vue, ce n'a pas été la bonne démarche. Si un pays est un excédent de ressources, il faut plutôt mettre l'accent sur l'investissement. Qu'est-ce qui fait profiter le mieux aux générations futures? D'accord. C'est de créer d'abord des industries qui créent le travail, d'améliorer le cadre de vie, d'améliorer le système éducatif, de créer des conditions sanitaires adéquates et d'offrir aux jeunes la possibilité de vivre dans un cadre adapté aux économies modernes. Donc on aurait dû investir cet argent. On l'a vu dans un pays comme l'Angola, par exemple. L'Angola, qui est un pays qui est le premier producteur pétrolier du Golfe de Guinée. Aujourd'hui, l'Angola a injecté l'essentiel des bonus pétroliers dans l'amélioration de l'éducation, du cadre de vie et du cadre de production de son économie. Rémi Bobiba, ça va être la dernière question de cette émission. Qu'en est-il du franc CFA pendant que, de l'Afrique centrale, pendant qu'en Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, on pense déjà à l'après-franc CFA pour aller à l'éco? Qu'en est-il? Quels sont les préparatifs ou pas pour garder ou aller à une autre monnaie en Afrique centrale, puisque le débat est d'actualité? Tout le monde veut sortir du franc CFA. Oui, de mon point de vue, je pense que le franc CFA a vécu de la période post-indépendance jusqu'à nos jours, et que pour l'avenir, une revision, sinon une éradication du franc CFA s'impose. Parce que le franc CFA, déjà par les mécanismes mis en place avec l'obligation du compte d'opération au niveau du Trésor français, constitue un handicap pour la mobilisation des investissements des 14 pays membres du franc CFA, mais surtout, le franc CFA est indexé à l'euro, est une monnaie trop forte pour les économies de la zone. Surtout pour l'importation. Voilà, pour les exportations. Aujourd'hui, si nous arrivons à une industrialisation dans nos pays, nous ne pourrions pas être compétitifs sur les marchés internationaux parce que justement, la couverture ou l'indexation du franc CFA à l'euro ne nous permet pas d'être compétitifs ou concurrentiels vis-à-vis des dividendes ou des devises asiatiques notamment, ou des pays non membres du franc CFA. Donc la question de la révision du franc CFA est inéluctable pour l'ensemble des 14 pays. Merci Rémi Bobiba d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous écoutez Entretien du jour qui a reçu Rémi Bobiba, qui est un économiste financier, qui a fait ses premières armes à la Banque mondiale au Congo. Il a été à la structure de renforcement des capacités de l'État et aussi prof de marché financier dans son pays, le Congo-Brazzaville. Merci d'être venu Rémi, et c'est quand vous voulez, dès que vous serez à Paris, n'hésitez pas à venir. Dès que vous verrez la lumière allumée, vous pouvez monter. C'est moi qui vous remercie, Madame.